Dans les forêts, le long des routes bordées d'arbres, notamment de platanes, de bouleaux et de marronniers, dans les vergers de pommiers notamment et les vignes, on peut observer des arbres qualifiés de brogneux, remarquables par une ou plusieurs excroissances, parfois spectaculaires au niveau des racines, des tiges et le plus souvent du collet, zone de jonction entre les racines et le tronc. Celle de ce bouleau, situé sur le boulevard de l'Europe à Brest, se situe sur le tronc et a des dimensions exceptionnelles, 1,2 m de diamètre, 4 mètres de circonférence et presque 1 mètre cube sur un tronc de 30 cm de diamètre. Ces protubérances ligneuses, appelées broussins, galles du collet ou crown gall en anglais, sont des tumeurs végétales brunes, irrégulières et anarchiques, crevassées, tubéreuses et granuleuses, souvent imposantes comme chez ce platane ou ce bouleau, dues à l'infection d'une bactérie du sol, Agrobacterium tumefaciens, qui profite des nombreuses blessures subies par ces arbres. Gel, élagage sévère au ras du tronc, épareuses, accidents, prédateurs herbivores, pour infecter les tissus végétaux du tronc. Les galles du collet ne doivent cependant pas être confondues avec des excroissances plutôt lisses et limitées, qui sont des cales de cicatrisation avec parfois recouvrement de la lésion, ou avec un bourrelet de greffe comme sur ce cerisier, greffé il y a 20 ans, dont la cause est due à un conflit entre le porte-greffe et le greffon, à l'endroit de jonction des deux cambiomes, le cambium du greffon pouvant être plus productif, comme ici, que celui du porte-greffe ou l'inverse. Bien que la gale du collet soit connue depuis l'Antiquité par des observateurs grecs et romains qui en ont décrit les symptômes, notamment le grossissement démesuré de la tige, facilement observable chez de nombreuses plantes cultivées dans la vigne, son origine infectieuse, due à Agrobacterium tumefaciens, n'a été découverte qu'au début du XXe siècle. Son caractère tumoral en 1942, le plasmide TI responsable du pouvoir pathogène des souches virulentes d'Agrobacterium en 1974, et le transfert du fragment ADN TI du plasmide PTI dans le génome de la cellule infectée, responsable de la transformation bactérienne des cellules infectées, par Mary Dell Chilton en 1977. Cette manipulation génétique du tissu végétal infecté par une bactérie a été le point de départ des premiers OGM végétaux au début des années 1980. La gale du collet est une manipulation génétique naturelle due à Agrobacterium tumefaciens, renommé Rhizobium radiobacter, bacille aérobie mobile saprophyte du sol d'environ 1 par 2 micromètres, qui infecte plus de 650 espèces végétales dicotylédones, plantes herbacées, arbres feuillus et conifères. Comme la plupart des bactéries, Agrobacterium tumefaciens possède un génome composé d'une grande molécule d'ADN circulaire, libre dans le cytoplasme, sur laquelle se trouvent les gènes essentiels à sa croissance, et de petites molécules d'ADN circulaires appelées plasmides, ici le plasmide historique PBR 322 d'Escherichia coli, de 1,5 micromètre, grossi 60 000 fois au microscope électronique, et sur lesquels se trouvent des gènes accessoires comme les gènes de résistance aux antibiotiques. L'ADN est une macromolécule séquencée informationnelle, en forme de double hélice, composée de 2 monobrins d'ADN polynucléotidiques antiparallèles et complémentaires, reliés entre eux par des liaisons faibles hydrogènes selon la loi des bases azotées complémentaires de Chargaff. L'adénine grand A est liée à la thymine grand T par 2 liaisons faibles, et la cytosine grand C à la guanine grand G par 3 liaisons faibles. Mais Agrobacterium tumefaciens, sous sa forme virulente pathogène, possède en plus un mégaplasmide mosaïque inducteur de tumeur, appelé PTI, pour Plasmide Tumor Inducing, d'environ 250 kPa de base, responsable de son pouvoir pathogène. Sur le plasmide TI se trouvent des gènes de virulence vir, responsables des étapes de la transformation bactérienne, des gènes du catabolisme des opines, molécules organiques sécrétées par les cellules infectées et consommées par les bactéries, et un fragment d'ADN appelé TIT-DNA pour Tumor Inducing Transferred DNA que nous appellerons TADN, inducteur de la tumeur, et sur lequel se trouvent des gènes tumoraux, ONC, et des gènes OPS, codant la synthèse par la molécule infectée de molécules organiques carbonées et azotées appelées opines, consommées par les bactéries. Agrobacterium tumefaciens, sous sa forme pathogène, injecte, sous le contrôle des facteurs de virulence codés par les gènes de virulence vir,
sont fragmentés ADN avec les oncogènes ONC qui déclenchent la tumorisation et la formation de la gale. L'intégrité physique d'un arbre est menacée par le gel hivernal qui éclate son tronc en raison de l'augmentation du volume de l'eau qui se solidifie, par les plaies de taille et de greffage surtout chez les fruitiers et la vigne, par les travaux d'entretien, coupe, élagage, notamment sur les platanes, et enfin par les herbivores qui broutent ces jeunes tiges. La taille sévère des platanes de novembre à mars, responsable de leur forme architecturée terminée aux extrémités par des renflements ligneux appelés têtes de chat et sur le tronc par des protubérances corticales, crée des blessures qui favorisent l'infection bactérienne et la formation des gales. Le greffage des fruitiers de la vigne permet de produire en masse et rapidement des plants de qualité et adaptés aux besoins tout en économisant du matériel végétal. On voit ici avec le greffage en couronne de ce poirier qu'il faut tailler le greffon en biseau triangulaire, couper transversalement le porte-greffe puis le fendre verticalement sur 3 à 4 cm et enfin décoller l'écorce des deux bords de la fente, placer le greffon sous les languettes d'écorce précédemment décollées du porte-greffe, presser le greffon contre le porte-greffe, bois contre bois, de façon à ce que les deux cambiums se collent, ligaturer l'ensemble sur le tronc et enfin protéger la surface des coupes de l'humidité et du soleil avec un film plastique. On comprend que les incisions nécessaires à la greffe favorisent l'infection par agrobactérium, qui peut ainsi accéder directement à ces cellules cambiales cibles. Ces lésions tissulaires profondes peuvent atteindre la cise génératrice libéroligneuse, appelée cambium, dont les cellules indifférenciées à forte activité mitotique sont, par leur division péricline selon un plan tangentiel, responsables de la croissance en épaisseur des tiges et des racines. Sur cette coupe transversale de tiges de tilleul d'environ 5 mm de diamètre, observée au microscope optique au grossissement de 40 puis de 100, on trouve les deux méristèmes secondaires, dont les assises cellulaires génératrices sont responsables de la croissance en épaisseur des tiges et du tronc. En surface, juste sous l'écorce, le cambium subérophélodermique ou phélogène, en violet foncé, produit vers l'intérieur le phéloderme, peu visible ici, et vers l'extérieur le subaire ou liège en violet clair. En profondeur, le cambium libéroligneux en bleu et ses petites cellules indifférenciées à forte activité mitotique régulée, dont les divisions périclines, selon un plan tangentiel, sont responsables de l'essentiel de la croissance en épaisseur des tiges et des racines. Les cellules cambiales libéroligneuses filles se différencient ensuite et produisent vers l'intérieur le xylème 2 ou bois, dont on voit les rayons ligneux et les gros vaisseaux conducteurs de la sève minérale brute des racines aux feuilles, et vers l'extérieur le phloème 2 ou libère, dont on voit les rayons libériens dilatés et les tubes criblés de plus petit diamètre qui véhiculent la sève organique sucrée produite par les cellules chlorophylliennes foliaires photosynthétiques et distribuée à tous les organes. On voit ainsi que des lésions tissulaires, même superficielles de quelques millimètres de profondeur, peuvent atteindre le cambium libéroligneux et ses cellules à intense activité mitotique. L'incroyable pouvoir de division des deux méristèmes secondaires du tronc, le cambium subérophélodermique et le cambium libéroligneux, permet à l'arbre, en absence d'infection, de cicatriser rapidement en formant un bourrelet de cicatrisation, voire chez les arbres à valeur, comme ce platane, d'intégrer en quelques années un ensemble hétéroclite d'objets étrangers, tuyaux, panneaux de signalisation, murs. Agrobacterium tumefaciens, bacille flagellé mobile, peut cependant profiter d'une lésion tissulaire du tronc pour entrer en contact avec les cellules cambiales et leur transférer le fragment d'ADN T de son plasmide TI. Ainsi, il se forme localement, une semaine à quelques mois après l'infection, une gale visible, masse désorganisée de tissu tumoral, tout d'abord lisse et d'une teinte vert jaunâtre, mais qui deviennent progressivement crevassées et tubéreuses, en même temps que leur taille s'accroît. On voit ici, sur le tronc de ces platanes, différents stades de la croissance d'une gale, de 2 cm à plus de 30 cm, jusqu'à pouvoir devenir circulaire au niveau du collet. Les gales peuvent être circulaires et former un cordon continu tout autour du tronc, comme sur ce bouleau, ou former sur le tronc de ce marronnier de véritables chapelets de tumeurs.
Mais parfois, comme avec ce platane, les galles bactériennes possèdent une surface plus lisse et sont difficilement distinguables des excroissances non tumorales, comme sur cet olivier au niveau de sa greffe. Des cellules tumorales se développent en consommant l'eau absorbée par les racines et les molécules organiques produites par la photosynthèse foliaire, ce qui fragilise la plante galleuse, surtout si elle est jeune, favorise le développement d'autres pathogènes et peut à terme la condamner. Il n'existe aucun moyen curatif contre la gale du collet. Arbres et sols restent contaminés à vie. Dans un contexte infectieux, il faut éliminer et incinérer les plants brogneux, sauf les arbres qui semblent tolérer leurs tumeurs, même volumineuses, et ne pas replanter des plants sensibles aux galles dans les zones contaminées. Grâce au génie biogénétique naissant, et notamment aux technologies de l'ADN recombinant, les généticiens ont progressivement découvert, dans les années 1970, les preuves scientifiques de la manipulation génétique des cellules végétales tumorales par l'injection du fragment d'ADN T d'Agrobacterium tumefaciens à l'origine de la gale du collet. Les tissus tumoraux hébergent de nombreuses bactéries de l'espèce généraliste Agrobacterium tumefaciens et ceux de la vigne de l'espèce Agrobacterium vitis. Des cellules tumorales traitées aux antibiotiques, donc axènes et sans bactéries, conservent leurs propriétés tumorales et continuent de proliférer, ce qui montre que leur transformation est inscrite dans leur génome et donc dans leur ADN. Les cellules tumorales synthétisent des protéines spécifiques, les opines synthétases, enzymes qui vont catalyser la synthèse par la cellule infectée d'opines, petites molécules organiques carbonées et azotées, qui sont absentes dans les cellules non tumorales. La nature des opines sécrétées par les cellules infectées et dont se nourrissent les bactéries dépend de la souche bactérienne responsable de la tumeur, ce qui conforte l'idée que l'acquisition de la propriété de synthétiser les opines par les cellules tumorales résulte d'un transfert d'informations génétiques de la bactérie à la cellule végétale. Reste à identifier le fragment d'ADN et ses gènes. Le fragment d'ADN T intégré au génome des cellules tumorales est identifié dans leur génome par hybridation in situ et par électrophorèse de leur ADN. L'électrophorèse d'ADN permet de séparer dans un gel d'agarose des fragments d'ADN chargés négativement dans un champ électrique de la cathode électronégative à l'anode électropositive, et cela en fonction de leur masse moléculaire, donc de leur taille. Les ADN de plus petite taille se déplacent plus rapidement et migreront plus loin que les ADN de taille supérieure. L'ADN des cellules témoins non tumorales est déposé dans le puits 1, celui des cellules tumorales dans le puits 2, et l'ADN T recherché dans le puits 3. Un champ électrique est appliqué entre la cathode négative du côté des puits et l'anode positive en bas du gel. Après migration, les fragments d'ADN sont colorés spécifiquement par du gel green ou équivalent, ce qui fait apparaître des bandes colorées, correspondant chacune à des milliers de fragments d'ADN identiques. L'électrophorèse d'ADN de cellules tumorales, comparée à celle de l'ADN de cellules non tumorales du même arbre, permet ainsi de mettre en évidence un fragment d'ADN supplémentaire dans le génome des cellules tumorales, qui correspond en réalité à l'ADN T. L'hybridation in situ est une technique cytologique qui permet de mettre en évidence et de localiser sur une coupe histologique de tissu ou dans le génome de cellules fixées des séquences d'ADN connues. Dans un premier temps, il faut dénaturer l'ADN de la chromatine ou du chromosome par un traitement chimique pour le débarrasser des protéines associées et en le chauffant légèrement, ce qui permet de rompre les liaisons hydrogènes entre les bases azotées des deux chaînes complémentaires de l'ADN et sépare ces deux monobrins. Dans un deuxième temps, une sonde monobrin d'ADN d'environ 500 paires de bases, spécifique de la séquence de base de l'ADN T cible, est ajoutée à la solution d'ADN monobrin. La sonde d'ADN est marquée par un fluorochrome sur certains de ses nucléotides, ce qui permettra de la localiser in situ avec un microscope à fluorescence en interphase ou en métaphase de mitose. Enfin, dans un troisième temps, la diminution de la température permet à la sonde monobrin d'ADN de s'hybrider selon la loi des bases avec sa séquence complémentaire qui se trouve sur les fragments d'ADN T intégrés dans le génome de la cellule tumorale. Cette hybridation ne peut pas être due au hasard, car la probabilité d'identité de deux ADN de 500 paires de bases par le seul hasard est de 1 sur 4 exposant 500 qui tend vers 0.
On voit donc dans le génome ici à l'état de chromosome métaphasique des taches fluorescentes qui correspondent à autant de fragments d'ADN-T intégrés dans l'ADN des cellules infectées devenues tumorales. La présence d'un fragment d'ADN complémentaire à celui de la sonde spécifique de l'ADN-T est donc due au transfert d'ADN-T lors de l'infection des cellules cambiales par Agrobacterium tumefaciens. Ces techniques cytologiques permettent de démontrer que le Crohn gall est bien une tumeur végétale induite par le transfert d'un fragment d'ADN-T du plasmide TI portant des gènes tumoraux dont l'expression est sous le contrôle des facteurs de virulence codés par les gènes VIR du plasmide PTI. On connaît ainsi depuis les années 1970 la séquence complexe des événements cellulaires et génétiques programmés par la fonction virulence, notée ici VIR, du plasmide, qui a révolutionné la génétique et permis la construction par génie génétique des premiers OGM végétaux dans les années 1980. Le gel, les outils agricoles et les herbivores provoquent des lésions tissulaires qui peuvent atteindre les faisceaux conducteurs des sèves et le cambium, méristème secondaire responsable de la croissance en épaisseur des racines et des tiges. Les cellules végétales détruites libèrent des molécules phénoliques, des acides et des sucres qui attirent par chimiotactisme positif les Agrobacterium tumefaciens, bacilles mobiles qui viennent au contact des cellules cambiales mais qui restent à l'extérieur et dans les tissus conducteurs. La liaison de ces signaux chimiques à la protéine VIR-A de la surface bactérienne déclenche la cascade programmée d'activation des gènes VIR, qui se traduit par la duplication de l'ADN-T et par la synthèse d'un complexe lipoprotéique tubulaire, à travers lequel l'ADN-T et d'autres facteurs VIR seront transférés à la cellule infectée. L'ADN-T sera intégré par un coupé-collé à l'ADN du génome de la cellule infectée qui est maintenant recombiné génétiquement, puis sera dupliqué lors de la phase S interphasique et enfin transmis par mitose à ses cellules filles. L'expression des oncogènes tumoraux ONC présents sur l'ADN-T déclenche la synthèse par la cellule infectée d'auxine et de cytokinine, deux phytohormones naturelles responsables de l'intense division des cellules infectées, dont l'accumulation forme ces renflements tumoraux caractéristiques du Crohn gall. L'expression du gène OPS code la synthèse des opines synthétases, enzymes qui catalysent, à partir des glucides et des acides aminés issus de la photosynthèse, la production d'opines, petites molécules organiques, glucidiques ou azotées, spécifiques des souches d'Agrobacterium tumefaciens. Les cellules végétales infectées sécrètent ensuite les opines, qui seront absorbées par les bactéries comme source de matière carbonée et azotée, et comme source d'énergie, grâce à l'expression des gènes cataboliques présents sur le plasmide TI. La plante infectée pourra se développer quasi normalement, sauf si les bactéries infectent ses racines au tout début de son développement. Agrobacterium tumefaciens réalise donc une manipulation génétique à son profit en transférant un fragment d'ADN portant des gènes peu nombreux mais essentiels à son métabolisme et à son cycle biologique. Cependant, cette transformation bactérienne, limitée au tissu somatique, n'affecte pas le tissu germinal, à l'origine des cellules reproductrices, et n'est donc pas transmissible à la descendance de la cellule infectée. Le Crohn gall n'est donc pas une transgenèse. Les généticiens ont cependant compris à la fin des années 1970 qu'ils pouvaient utiliser les propriétés de virulence d'Agrobacterium tumefaciens et de son plasmide PTI pour modifier in vitro l'ADN d'un organisme en supprimant, en introduisant ou en remplaçant un fragment d'ADN et ainsi créer un ADN nouveau recombiné à l'origine des premiers végétaux OGM génétiquement modifiés. Dans un premier temps, une enzyme de restriction, par exemple EcoR1, reconnaît sa séquence de restriction spécifique, par exemple GAATTC ici en vert, et coupe le fragment ADN-T contenant les gènes ONC et OPS en hydrolysant les liaisons phosphodiester entre G et A, ce qui ouvre le plasmide dont les extrémités sont des bouts collants pour un fragment d'ADN également hydrolysé par EcoR1. Dans un deuxième temps, les généticiens insèrent entre ces bouts collants un fragment d'ADN contenant un gène de résistance à un antibiotique, A, qui fait fonction de gène de sélection, et un gène d'intérêt appelé transgène, ici le gène LUC, qui code la synthèse de la luciférase de la luciole. Puis, le plasmide recombiné chimère artificiel est fermé avec des ADN ligases.
Les plasmides PTI recombinés sont ensuite mis en présence d'Agrobacterium tumefaciens dans lesquels ils s'intègrent. La sélection, appelée criblage, des clones bactériens ayant intégré un plasmide recombiné peut ensuite se faire en exposant les colonies à cet antibiotique A. Seules les bactéries recombinées résistantes à A survivront à ce traitement. Dans un troisième temps, des bactéries Agrobacterium tumefaciens recombinées sont mises au contact de cellules végétales embryonnaires qu'elles vont naturellement infecter grâce aux facteurs codés par les gènes de virulence. L'ADNT recombiné est transféré aux cellules végétales, s'intègre dans leur génome, et ces gènes, notamment le gène codant la luciférase, s'expriment et synthétisent la luciférase. Cette enzyme oxyde en présence d'ATP et de dioxygène son substrat, la luciférine, qui émet une bioluminescence jaune caractéristique et spécifique. L'ADNT recombiné est transmis par duplication puis mitose aux cellules filles, puis à toutes les cellules somatiques et germinales de la plante. L'arrosage du plant avec une solution contenant de la luciférine se traduit par la bioluminescence des racines et de la tige et des jeunes feuilles du plant de tabac, ce qui démontre que le gène codant la luciférase est présent dans toutes ces cellules. Ce plant de tabac est donc un organisme génétiquement modifié ou OGM, car toutes ces cellules somatiques et germinales possèdent le fragment d'ADNT recombiné. Ces descendants, issus de la reproduction asexuée ou sexuée, vont également hériter du fragment d'ADNT bactérien recombiné. Les technologies du génie génétique, réservées jusque-là aux chercheurs, sont maintenant accessibles aux lycéens depuis une dizaine d'années. Les élèves de première et de terminale spécialité du lycée de Lelande de Landerneau prélèvent de l'ADN, l'amplifient par PCR, puis effectuent en moins d'une heure une électrophorèse express suivie d'une coloration de l'ADN avec un fluorochrome au gel green ou équivalent. Les gènes sont ensuite révélés avec un transilluminateur qui permet la visualisation en temps réel des migrations puis des bandes d'ADN pour faire par exemple du génotypage. Dans d'autres TP, ils construisent en toute sécurité des OGM à partir de bactéries Escherichia coli ou, comme ici de levures Saccharomyces cerevisiae, transformées grâce à un vecteur plasmidique qui exprime la GFP, Green Fluorescent Protein, dont le gène a été initialement isolé à partir de la méduse Aiquorea victoria. Puis, les levures sont cultivées dans une boîte de pétri sur gélose solide. La transgénèse est révélée au transilluminateur en éclairant la boîte de pétri et la lumière bleue à 475 nanomètres. Les colonies de levures transgéniques GSP fluorescentes possèdent la GFP, protéine fluorescente, issue de l'expression du gène GFP, intégrée dans leur génome et transmis à toutes les cellules filles. Les autres colonies, peu visibles, n'ont pas intégré le gène GFP et ne fluorescent pas. Comme toutes les révolutions scientifiques, celle du génie génétique et de l'ADN recombinant, qui permet de construire des OGM, a des effets bénéfiques. En recherche fondamentale, car les OGM sont des outils moléculaires pour les chercheurs en biotechnologie, notamment en cytogénétique. En recherche appliquée, dans le domaine biomédical, car les virus recombinés et les micro-organismes génétiquement modifiés sont utilisés dans la production de médicaments, comme des protéines, des hormones ou des vaccins, ici le vaccin contre l'hépatite B, issu de levures recombinées, et dans le domaine industriel, car les OGM permettent de produire des protéines, notamment des enzymes d'intérêt industriel. On peut cependant discuter de la nécessité de construire et de planter des végétaux pesticides génétiquement modifiés en plein champ, comme les plantes herbicides glyphosate ready et les plantes insecticides BT, qui représentent 99% des OGM cultivés dans le monde et qui se retrouvent dans l'alimentation humaine et animale. Les plantes OGM glyphosate ready sont des éponges à herbicides qu'elles absorbent durant les différents traitements qu'elles subissent avant sa récolte et qui se retrouvent dans nos assiettes. Les plantes OGM BT sont des éponges à protéines cristal, molécules insecticides qu'elles synthétisent dans leurs cellules durant toute leur vie et qui bloquent certains processus cellulaires vitaux. Elles se retrouvent également dans nos aliments. Par ailleurs, ces OGM posent des problèmes sanitaires, notamment pour le glyphosate et ses dérivés, potentiellement cancérigènes, de dépendance économique des agriculteurs aux producteurs de semences OGM et de glyphosate, et enfin écologique, en raison de la diffusion des transgènes et des gènes de résistance aux antibiotiques, via les pollens et les transferts horizontaux de gènes au sein de l'écosystème, de la résistance des insectes aux protéines insecticides produites par les OGM, BT, et des plantes glyphosate ready au glyphosate.